Bonjour l'Afrique, bienvenue dans Business Africa, voici les titres. Eswatini est confronté à une crise fiscale et l'économie locale risque de s'effondrer si des réformes importantes ne sont pas rapidement mises en œuvre. Nous évoquerons le plan de relance économique du Royaume alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté. Près de 2/3 des jeunes de Djibouti sont au chômage. La nation est-africaine a mis en place des concours pour exploiter au mieux ses jeunes talents et leur offrir un emploi. Et un peu plus tard, nous examinerons le coût économique de la suspension du méga-projet gazier de Total au Mozambique. Un projet d'exploitation de gaz naturel liquéfié estimé à 20 milliards de dollars. Les titres en détail, c'est tout de suite. Le royaume d'Eswatini se fraye un chemin vers une économie privée. Une économie qui risque de s'effondrer si elle ne s'engage pas dans des réformes économiques cruciales. Depuis un certain temps, le pays a du mal à attirer les investisseurs, mais la pandémie de Covid-19 semble lui ouvrir de nouvelles opportunités pour restructurer son économie. Fin 2020, Eswatini a donc dévoilé un plan de relance économique destiné à le sortir du bois. Le plan de relance post-Covid-19 est le stimulus économique du royaume africain d'Eswatini. Les dirigeants de cette petite monarchie d'Afrique australe espèrent qu'il permettra de protéger et de relancer l'économie locale ravagée par la pandémie. Ce plan met l'accent sur 8 secteurs de l'économie, celui des affaires d'abord, mais aussi l'agriculture, le tourisme et l'environnement notamment. Une stratégie qui vise aussi à créer près de 40 000 emplois. Avant que la Covid-19 ne frappe l'Eswatini, le gouvernement connaissait déjà des difficultés de trésorerie. La pandémie n'a fait qu'aggraver une situation financière déjà fragile. Le ralentissement des activités économiques entraîne une perte de revenus, créant un déficit fiscal encore plus important. La croissance du PIB devrait remonter à 2,8% en 2020. Reste qu'en l'absence de réformes significatives et d'ajustement des dépenses publiques et au vu de la crise fiscale à laquelle le Royaume est confronté, les spécialistes craignent un effondrement de l'économie. Le sénateur Mankoba Khumalo est le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Échanges du Royaume. Il nous rejoint depuis la capitale, Mbabane. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur le ministre. Commençons par l'approbation d'un prêt de 5 millions de dollars de financement supplémentaire par la Banque mondiale. Quelle est l'importance de ce prêt dans la lutte d'Eswatini contre la pandémie et sa crise économique ? La Banque mondiale nous a déjà aidés avec un prêt de 6 millions de dollars. Ce prêt est additionnel. Ils nous ont également accordé une subvention de 3 millions de dollars américains en plus des 2 prêts. Nous avons dû compter sur certains ajustements fiscaux de notre côté, mais nous avons également dû compter sur certains de nos partenaires en développement. Et la Banque mondiale a mené les dossiers avec intelligence à cet égard. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Ces 5 millions de dollars américains seront principalement consacrés au plan de déploiement, pas tellement à l'achat de vaccins, car nous avons déjà prévu ce secteur-là, même si nous avons découvert que le déploiement réel du programme de vaccination dans tout le pays va être presque aussi onéreux que les vaccins eux-mêmes. Votre économie risque de s'effondrer en l'absence d'ajustement fiscal, alors que dans le même temps, le gouvernement doit augmenter les dépenses de santé et de protection sociale. Le plan de relance économique offre-t-il le soulagement dont vous avez tant besoin ? Il nous est impossible de garantir notre chemin vers le succès, mais nous devons trouver des moyens de générer beaucoup plus de revenus provenant des charges sociales, des impôts à la consommation et des impôts sur les sociétés. Et le plan de relance économique post-Covid-19 se concentre sur ces aspects. Je suis très heureux de constater que lorsque ce cabinet particulier qui dirige actuellement le gouvernement a pris la relève, notre situation financière était vraiment désastreuse. C'était il y a environ 2 ans et demi et les choses se sont nettement améliorées et nous sommes dorénavant assis avec des réserves très saines. Enfin, les responsables économiques suivent la voie d'une économie dirigée par le secteur privé. Pourquoi maintenant ?
Nous sommes actuellement dans une situation précaire. La capacité du gouvernement à continuer à créer des emplois a atteint des niveaux insoutenables. Nous réalisons donc que nous avons beaucoup d'opportunités dans le secteur privé. Opportunités que le secteur privé a déployées au cours des années précédentes, parfois des décennies. Mais ce secteur privé s'est confronté à une bureaucratie gouvernementale et ces opportunités n'ont jamais été exploitées. Nous avons donc créé une liste de projets qui sont prêts à être mis en œuvre et qui, avec l'habilitation du gouvernement et avec une vision claire de la valeur des revenus qu'ils vont engendrer via les impôts sur les sociétés, les charges sociales et les taxes à la consommation, tout cela va rapporter. Bref, telles sont les nouvelles opportunités auxquelles nous nous attelons de manière agressive. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des projets qui seront financés par le secteur privé. Notre rôle est simplement de permettre que cela fonctionne, et plutôt bien. Thank you for your time on the program. Let's head to East Africa now. Partons maintenant en Afrique de l'Est, à Djibouti, où depuis 10 ans, le taux de chômage des jeunes a connu une hausse de plus de 2%. En 2001, cette nation de la Corne de l'Afrique comptait 18,47% de sa jeunesse sans emploi. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, ce chiffre devrait passer à 21% en 2020. À Djibouti-Ville, on envisage de créer des start-up pour améliorer cette situation. Depuis la capitale djiboutienne, voici le reportage de Serge Kofi. C'est un grand jour pour Daoud Mohamed Ali et ses amis qui présentent au Djibouti Robotic Competition leur solution technologique. Un défi car en cas de succès, ce sera le début d'une grande aventure entrepreneuriale. Notre projet, c'est les Smart Eyeglass. C'est une lunette intelligente qui est destinée aux aveugles et aux malvoyants. Cette lunette va permettre aux aveugles et aux malveillants, c'est-à-dire les déplacements, une sorte d'autonomie. Djibouti a beau aligner ces dernières années des taux de croissance supérieurs à 6%, mais près des 2 tiers de sa population est au chômage. Une situation encore plus endémique chez les jeunes de 20 à 25 ans qui avoisinent les 80%. Pour tenter d'inverser la tendance, des compétitions comme celle-ci sont organisées pour sélectionner les jeunes futurs start-upers du pays. Dans ce centre gouvernemental, les meilleurs bénéficient d'un appui en ce qui concerne l'hébergement, la formation, le conseil et le financement lors des premières étapes de leur vie d'entrepreneur. Il y a la population de jeunes qui n'a pas de niveau académique, qui vont créer des activités qui les sortira un peu de la précarité. Mais aussi, nous visons les jeunes qui ont un niveau académique, ces jeunes start-upers qui vont créer de l'emploi. Avec une connectivité de 8 câbles sous-marins, Djibouti est l'un des pays les plus connectés du continent. Fort de cet avantage, cette nation de la Corne de l'Afrique veut à présent encourager d'une part l'essor d'une économie numérique qui participe fortement au produit intérieur brut et d'autre part permettre, grâce au digital, la création d'emplois, précisément l'emploi des jeunes. Pour son futur, Djibouti mise donc sur le numérique. Dans cet autre incubateur privé spécialisé dans l'accompagnement de start-up axés sur le digital, l'urgence est au renforcement à l'employabilité des jeunes. L'enjeu il est là et il est de taille. C'est justement comment permettre à la jeunesse djiboutienne de pouvoir tirer profit en étant des acteurs, des gens qui produisent au lieu de devenir des consommateurs. Le pays se rêve en hub numérique régional et veut voir l'activité digitale assurer autant de revenus que les ports qui participent à 75% au PIB de l'économie djiboutienne. Le Mozambique craint les conséquences économiques de la menace djihadiste qui s'est exprimée ces dernières semaines dans le pays. Le géant français de l'énergie Total a suspendu lundi dernier ses opérations dans le pays, déclarant un cas de force majeure. La compagnie dit, je cite, « C'est le seul moyen de protéger au mieux nos intérêts jusqu'à ce que le travail puisse reprendre ». La Chambre africaine de l'énergie se dit déçue par cette décision et exhorte Total et Maputo à trouver une solution pour une reprise rapide d'un chantier crucial pour les Mozambicains. Coup d'arrêt pour la production de gaz naturel au Mozambique. Après de longues semaines d'insécurité, une menace djihadiste qui ne faiblit pas,
Total, le géant français de l'énergie, a décidé de suspendre un chantier qui représente tout de même 20 milliards de dollars. Il y a un mois, des groupes armés avaient attaqué la ville portuaire proche de Palma, faisant des dizaines de morts à seulement quelques kilomètres du méga-projet gazier. Le même jour, Total avait néanmoins annoncé le redémarrage du projet après un renforcement des mesures de sécurité, avec notamment l'instauration d'une zone sécurisée de 25 km autour des installations. En bourse, le titre a peu réagi à l'annonce de la suspension, ainsi que du retrait de l'ensemble du personnel, comme si le marché avait déjà anticipé le fait qu'il ne soit pas mené à bien. Un projet qui n'est pas abandonné. Ce gel pour raison de force majeure restera en vigueur jusqu'à ce que le gouvernement du Mozambique ait rétabli la sécurité et la stabilité dans la province d'une manière vérifiable et durable. C'est tout pour Business Africa. Vous pouvez participer à l'émission via nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous sur africanews.com pour retrouver l'émission en intégralité. Merci de votre fidélité et au revoir.